présenter. Je commence, allez. Adrien Alquex, je suis notaire à Lyon dans une étude très investie en immobilier, en promotion d'abord et par la force des choses en aménagement puis en investissement ensuite. Une étude qui aujourd'hui pousse un peu les murs de la ville de Lyon, du Grand Lyon, et puis qui essaye de s'étendre un peu. Et aujourd'hui, on est parmi vous justement pour voir si nous avons notre place petit à petit dans cette belle agglomération parisienne. Monsieur est flatteur. Bonjour. Bonjour à tous. Je n'ai pas allumé mon micro. Si, je pense qu'il Bien Catherine Othane, je suis la directrice juridique et foncier de Paris La Défense. Paris La Défense, qui est un établissement public en charge de la gestion et de l'aménagement du quartier d'affaires de La Défense. On a un périmètre un petit peu plus large. Et j'aurai donc le plaisir d'apporter un petit peu l'illustration et le témoignage de la personne publique dans cette maîtrise du foncier. Parfait, Bernard. Bernard Lamorlette, donc avocat associé du cabinet d'avocats LVI Associés. Nous intervenons en région parisienne, en région PACA, un peu partout. En France, on est spécialisé sur les montages immobiliers, montages fonciers, montages urbanistiques. On est là pour éviter les pathologies et les soigner si elles apparaissent sur ces sujets-là. D'autant qu'ayant été précédemment, dans une première vie professionnelle, responsable de l'IMO chez BNP Paribas Immobilier et directeur juridique de l'immobilier de Suez Lyonnaise des Eaux, on voit effectivement en entreprise puis en prestataire extérieur la nature des blocages et la nature de la fluidité nécessaire pour faire avancer les projets. Parfait. Écoutez, les présentations sont faites. Je tiens à préciser qu'en fin de séance, nous aurons un temps d'échange de 10 minutes pour des questions-réponses. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors justement, pour le foncier public, qui occupe une part prépondérante du développement foncier, quelles sont les problématiques récurrentes auxquelles vous êtes confrontés ? Alors, je pense qu'en fait, nous, côté public, aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez indiqué, une grosse part du foncier, aujourd'hui, appartient à la personne publique. Je pense que l'essentiel, en fait, des difficultés qu'on peut rencontrer, de manière, sans rentrer dans les détails, de manière assez large, c'est la méconnaissance, mais sans que ça soit péjoratif, la méconnaissance parfois des personnes privées, mais également de nos conseils, notaires ou avocats, des procédures liées en fait à la personne publique. Nous avons des contraintes liées, par exemple, à nos obligations d'aménageurs qui contraignent nos plannings, qui contraignent nos procédures et qui sont parfois assez méconnues dans les négociations avec les personnes privées. Bon, un exemple qui est connu de tous, lorsque nous négocions et que nous devons nous nous engageons à faire des travaux, eh bien en fait les travaux on les fait pas n'importe comment, c'est pas du jour au lendemain en fait. Il faut qu'on ait des marchés publics, qu'on passe des marchés publics. Si nous n'avons pas ces marchés, il y a forcément des procédures de marché public à mettre en œuvre. Nous n'avons pas en fait cette souplesse et cette rapidité que pourrait avoir la personne privée. C'est encore à mon sens assez méconnu et ça mérite d'être anticipé. Je pense que c'est le grand mot que je pourrais indiquer autour de cette sécurisation. Travailler avec la personne publique, c'est forcément anticiper ses contraintes et comprendre en fait derrière ce qu'elle met en face de la négociation. Et ces contraintes administratives se retrouvent en fait à chaque niveau de la négociation. Ça, c'est l'aspect administratif. Il y a un aspect, je le néglige pas, je le sous-estime pas. Il y a un aspect aussi, on va dire, état d'esprit. Hein, la personne publique reste encore assez lourde dans sa façon de faire. Elle n'aime pas changer de méthode. Elle n'aime pas, voilà. Donc tous ces aspects-là sont des choses qu'il faut appréhender. On peut très bien s'en sortir. Hein, c'est pas quelque chose qui est irrévocable. Il faut juste l'anticiper, le comprendre et agir tous dans le sens d'une compréhension mutuelle et de la souplesse. Et alors pour illustrer ce que vous venez de dire, je prends un exemple. Quand par exemple le foncier public disponible est intéressant à un opérateur privé, alors là on est hors ZAC, hors ZAC doit par exemple faire l'objet d'un déclassement. C'est souvent un peu la panique. Alors pas quand il y a un accompagnement très structuré avec un directeur
ou une directrice juridique qui, justement, devance ces sujets-là, mais on le voit systématiquement. Dans la rédaction des promesses, ça entraîne effectivement un certain nombre de difficultés. On sait très bien qu'il peut y avoir, en matière de déclassement, pour que le foncier soit disponible et puisse faire l'objet d'un avant-contrat, d'une promesse de vente, il faut qu'il y ait un déclassement de principe à minimum, à réitérer à ce moment-là, avant la durée, le terme de la promesse, et un constat de désaffectation, ou bien il y a un déclassement en bonne et due forme et complet dès le départ. Évidemment, ça ne se rédige pas de la même manière dans la promesse. Ça, c'est la deuxième possibilité, est plus lourde, et elle empêche une certaine souplesse. Vous savez très bien, quand on déclasse, déclassement de principe ou déclassement par anticipation, ça a 3 avantages. 1, ça permet de conclure très rapidement la promesse de vente. 2, ça permet aux bénéficiaires de la promesse de déposer, d'obtenir son permis. 3, ça permet à la collectivité publique de laisser affecter ce terrain qui fait l'objet de la promesse à une affectation domaniale publique jusqu'au constat de la désaffectation finale et de la réitération du déclassement. Là aussi, deuxième exemple, je ne vais pas être trop long, deuxième exemple, c'est lorsque le foncier domaine privé ou domaine public de la collectivité est vendu, collectivité publique est vendu, en contrepartie, c'est le souhait de l'élu par exemple, en contrepartie de certaines choses, d'études, de bâtiments, d'aménagements, etc. On sait très bien que ce système de dation n'est pas possible juridiquement. Parce que les études ou les travaux, eh bien, par définition, ils doivent, comme on vient de le dire, faire l'objet d'un marché public ou d'une consultation, en tout cas, à minima, sui generis, si c'est pas une consultation, voilà, code des marchés, commande publique. Et donc, il faut expliquer ça aux opérateurs. Là, ce sont les opérateurs privés, mais quelquefois, il faut l'expliciter aussi aux élus, parce que les élus se disent, moi, j'ai un terrain qui vaut 500 000 euros, je veux un bâtiment qui coûte, a priori, on m'a dit 400 000 euros, on va faire une compensation. C'est juste pas possible en droit, et donc ça occasionne effectivement des difficultés. Merci. Adrien, est-ce que vous partagez ce même constat ? Ces sujets d'anticipation, on les retrouve dans toutes les négociations foncières. On a évoqué le foncier public, qui est certainement majoritaire, notamment en Île-de-France. Loin de moi de vouloir donner l'impression d'être un notaire provincial. Je pense que la province a peut-être un fonctionnement un peu différent de l'Île-de-France, encore que la grande couronne parisienne contient également beaucoup de fonciers privés, c'est certain. Et effectivement, les négociations avec le foncier privé, à mon sens, manquent aussi d'anticipation. On a 1000 choses à imaginer lorsqu'on négocie avec un propriétaire. Alors évidemment que la grande difficulté est souvent que c'est la course au développement, c'est la course au premier qui sera en mesure de bloquer le foncier, comme on a coutume de dire. Néanmoins, on a certainement 1000 choses à inventer. Aujourd'hui, la pratique se limite souvent aux lettres d'offres. La fameuse lettre d'offre approuvée, enregistrée, on imagine tous les artifices pour lui donner une valeur la plus importante possible. Aujourd'hui, on a des instruments juridiques, on en parlera un peu plus tard parce que ça fait plus partie des solutions que des constats de difficultés, mais on a des instruments juridiques qui doivent pouvoir permettre aux opérateurs de sortir par le haut de ces négociations sans avoir l'impression de faire une course sans fin. Voilà. Parfait, merci. On a abordé le foncier public et justement pour le foncier privé, qui demeure néanmoins très important, notamment dans les centres-villes et peut-être plus en province qu'à Paris, Adrien, justement. Oui, alors juste si on essaie de réfléchir 2 secondes aux solutions qu'on peut avoir lorsqu'on discute, évidemment, on en reparlera tout à l'heure sur les contrats qui peuvent être signés avec un opérateur public, mais avec le privé, on est évidemment beaucoup plus libre de discuter, de réfléchir à des solutions diverses et variées. J'évoquais tout à l'heure la lettre d'offre, mais on a d'autres instruments qui existent en droit français et que la doctrine a créé au-delà de nos textes, de nos codes. On a les conventions d'exclusivité, on a les promesses unilatérales, les promesses inélagmatiques, les protocoles de développement. Finalement, ces différents instruments, on ne les voit pas tant que ça dans nos négociations foncières. Et pourtant, c'est à mon avis la source même de la sécurisation. Une fois qu'on a choisi le bon véhicule de contractuel, je suis bien convaincu que ça facilite les discussions. Et parmi ces véhicules, il y en a un que je pousse de plus en plus, j'ai du mal, j'en conviens, mais je pousse de plus en plus, c'est la promesse unilatérale sans conditions suspensives et sans indemnité.
Parce que, bon, on le sait tous, la promesse unilatérale a ce gros avantage de ne pas engager le bénéficiaire à acheter. Donc, notamment pour les promoteurs, ça permet d'avoir cette liberté d'action, notamment si le marché se retourne. Mais moi, ça fait 12 ans que je suis associé à Lyon. Des indemnités d'immobilisation perdues sur une promesse unilatérale, j'en ai jamais vu. Alors, évidemment que ça doit arriver, mais moi, j'en ai jamais vu. Alors, finalement, je me dis que l'enjeu, c'est peut-être pas ça. Pour un vendeur, l'intérêt, c'est pas de récupérer une indemnité. Donc il y a peut-être d'autres produits à imaginer, comme cette promesse sans indemnité et sans conditions suspensives, où on noue un espèce de partenariat entre le vendeur et l'acquéreur, et où justement ce partenariat avance en équipe pour essayer de valoriser le foncier au mieux. Et on voit apparaître chez des clients cette volonté de travailler en équipe. On est déjà un petit peu sur les solutions, mais si on revient sur le foncier privé, votre constat ? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La difficulté, c'est clairement la course. La course, ce qui vise à être le premier, à être premier sur site, premier sur le terrain. Et c'est là où souvent on se retrouve pieds et mains liés à vouloir signer le contrat le plus usuel, le contrat le plus, non pas le plus adapté, mais le plus usuel. Et c'est souvent la promesse unilatérale avec 22 pages de conditions suspensives, dont parfois on sait à peine le lien entre les unes et les autres. Voilà. Et c'est là où on rebondit un petit peu sur le constat qu'on a dans le public. Parfait. Alors, je pense qu'en réalité, la dichotomie qu'on est en train de faire entre foncier public et foncier privé, effectivement, on peut se le retrouver, mais on n'est pas si loin que ça des différentes problématiques. Paris La Défense, en tant qu'aménageur et gestionnaire, donc achète et vend. Je rebondis en fait sur vos propos, maître, mais effectivement, vous également. Je pense qu'en fait, il faut qu'on s'ouvre la possibilité, la possibilité d'utiliser tous les outils juridiques. Ce qu'on ne fait pas, qu'on soit privé ou public, qu'on ne fait pas forcément usuellement, parce que nous avons tous l'habitude de procéder d'une certaine manière. Nous, dans le public, on est en plus, on va dire, un petit peu plus engoncé dans ces pratiques, dans la mesure où on a aussi des élus, des administrateurs qui ont une façon d'agir qu'il est parfois difficile de changer. Mais par exemple, sur les classements par anticipation, c'est quelque chose, on s'y est mis tout de suite, enfin, on s'y est mis vite, on le fait très régulièrement à Paris La Défense. Donc en fait, c'est un outil qui nous apporte de la souplesse et on le fait. Hein, on s'est bien engagé en fait dans cet élément-là. Et effectivement, peut-être qu'on n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des personnes publiques. On est une personne publique parisienne, plutôt moderne, on essaye en tout cas. Mais effectivement, on essaye de jouer sur tout, d'utiliser les principaux outils qui s'ouvrent à nous. Et par exemple, peut-être que par rapport à une collectivité un petit peu plus traditionnelle, parce que vous évoquez, qu'on appelle dans le jargon le term sheet. Le term sheet, c'est quelque chose que Paris La Défense, en tant que personne publique, utilise. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise bien ces espèces de cadrage beaucoup plus souples avant même de rentrer dans les protocoles. Mais c'est vrai que ce n'est pas peut-être forcément l'habitude de toutes les personnes publiques. Alors, sur les terrains privés, mon observation, c'est que... Je constate sur les problématiques. Pardon ? Sur les problématiques. Oui, sur les problématiques. Oui, sur les problématiques. Sur les problématiques, c'est que d'abord le temps public n'est pas le même que le temps privé. Les opérateurs, alors les SEM, c'est un peu à mi-chemin. Ça dépend comment les élus managent leur SEM. Mais donc la problématique, c'est la problématique du calendrier qui va être mis en place dans le cadre d'une promesse de vente. Ce calendrier, il est directement dicté par l'ampleur du projet et tous les points de contact administratifs, études d'impact, dossier loi sur l'eau, déclassement ou pas. Bon, là, si c'est privé, il n'y a pas de déclassement, mais est-ce que le terrain est avec un cahier des charges de lotissement industriel, tertiaire, ou dans le cadre d'une ZAC? En préparant cette intervention, on citait l'exemple là d'un gros projet, plus de 20 000 m² qui sont bloqués parce que sur une ZAC supprimée depuis 10 ans, le notaire qui a fait la vente entre l'aménageur et l'opérateur avait remis, comme c'était l'obligation, article L311-6 du Code de l'Urba, le cahier des charges des prescriptions techniques et architecturales. Et la grosse question, c'est maintenant que la ZAC est supprimée, est-ce qu'il faut le remettre au sous-équerreur? Est-ce qu'il y a encore une opposabilité du cahier des charges? Et ces questions-là, elles sont récurrentes. J'ai eu le cas sur Fréjus il y a 2 ans, avec un de vos confrères notaires qui avait complètement zappé
le fait que le terrain sur lequel il était en train d'instrumenter était avait un cahier des charges de lotissement, même si le règlement, lui, de lotissement avait été inclus dans le PLU depuis quelques années. Donc on nous sort ça, si vous voulez, au dernier moment, alors que le permis est à l'instruction, etc. Bon. Je pense que vraiment, le maître mot de la rédaction d'une promesse de vente et donc de son calendrier, de sa vie future, de cette promesse de vente jusqu'à la réitération, c'est vraiment de vérifier, de faire une checklist des points de passage, conditions suspensives, conditions déterminantes, exhaustives, le plus exhaustif possible. Quelquefois, on voit des conditions suspensives qui n'ont pas à figurer. Je pense, et je souris d'ailleurs, je souris à chaque fois que je le vois, et je le dis à mes étudiants de 5e année, la condition suspensive du caractère définitif du PLU. On l'a vu souvent, ça. Un manque de chance, un PLU, c'est un règlement, et le règlement, il n'est jamais définitif. Par définition, il peut être abrogé à tout moment. Bon, donc vous voyez, donc cette condition suspensive, elle est rigolote, mais combien de fois on la voit quand même dans les promesses. Bon. Et puis quelquefois, en revanche, on a des conditions suspensives qu'il aurait fallu insérer et qu'on ne voit pas, parce qu'elles ont été zappées, parce que dans la partie non normative de la promesse de vente, on a mal apprécié la portée, les caractéristiques du projet, et donc on a mal estimé la lenteur, les aléas, le cas par cas, la procédure du cas par cas. Comment on gère dans une promesse de vente le calendrier quand il y a une procédure de cas par cas. Alors on peut imaginer, mais là on sera déjà dans les solutions, on peut imaginer ne pas faire de promesse et dans un premier stade de faire une avant-promesse, un protocole d'accord. Juste un petit mot sur ce que disait tout à l'heure Notaire, mais c'est la lettre d'offre. Alors la lettre d'offre, pourquoi elle n'est pas fiable et pourquoi on la voit rarement ? Je pense qu'on la voit rarement aussi parce qu'elle ne donne pas de droit réel et que l'offrant ne pourrait pas avoir un titre suffisant pour déposer et obtenir son permis. Donc ça, c'est vite fait. On replie la lettre d'offre sans intérêt. Parfait. Donc le verrouillage trop important des contrats, on l'a un petit peu évoqué. Est-ce que vous pensez que ça évolue, que les esprits s'ouvrent, qu'il y a un peu plus de souplesse qui est apportée ? Je crois qu'une promesse de vente, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est un peu comme un couple, c'est à chaque fois singulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas transposer l'expérience que vous avez pu avoir, même à vos enfants. Donc c'est vraiment un duo. Alors quelquefois il y a des conventions évidemment à 3, à 4, à 5, etc. Mais c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est vraiment singulier. Il y a vraiment toujours. Je vois par exemple une indivision en Savoie là, avec un 18 000 m² de projet, terrain privé, une indivision familiale. Ils ont été assommés, et encore à ici les Moulineaux il y a peu de temps, ils ont été assommés par plusieurs propositions de promoteurs. Ils m'ont dit, écoutez maître, on vous embarque avec nous, vous allez faire la consultation et vous nous aiderez à faire le tri dans la meilleure promesse, qui n'est pas forcément le meilleur prix. C'est la plus grande certitude que vous aurez, ou la plus grande probabilité que vous aurez, que vous détecterez, outre le prix, de la conduite jusqu'au terme du projet, en termes de nombre et de nature des conditions suspensives, de conditions déterminantes. Le projet, est-ce qu'il sature le PLU ? Un projet qui sature en mètres carrés SDP, surface de plancher, le PLU, on sait que ça peut coincer vis-à-vis de l'élu. Donc on ne va pas la retenir alors que pourtant elle offre, a priori, le meilleur prix. Donc voilà, donc ça, on accompagne de plus en plus souvent des non-professionnels de l'immobilier, des professionnels aussi, mais des non-professionnels là-dessus, pour aider des familles, des indivisions familiales ou des sociétés, par exemple de transport qui quitte un site et qui veut au plus offrant vendre, mais avoir la certitude de toucher le prix, non pas dans 5 ans, mais peut-être dans 2 ans et demi ou 3 ans. Et on a évidemment le foncier est rare, et donc on a une kyrielle d'opérateurs. Encore le cas sur ici les Moulineaux il y a quelques jours, où effectivement une indivision familiale est totalement saturée d'offres. Il y a 8 offres. Comment faire le tri dans toutes ces offres? Donc on va regarder les projets soit de protocole d'accord, soit déjà des projets de promesses qui ont été établis par les notaires de ces promoteurs, pour regarder ce qui peut être le plus propice à la sortie. Gagnant-gagnant. L'idée, c'est que l'indivision fasse la vente, et donc l'opérateur ait son permis, puis son permis purgé, puis zéro clignotant au rouge sur les autres actes administratifs indispensables au projet.
Ce que je trouve intéressant dans votre comparaison avec le couple, c'est que effectivement, on le retrouve tout à fait dans les promesses de vente. Certainement qu'aujourd'hui, dans les promesses de vente, on manque d'agilité. On a évoqué la rigueur, on a évoqué les conditions qu'on intègre. Cette agilité, ça a été assez unanime lorsqu'on en a parlé tous les trois. Plus ça va, plus elle nous fuit dans nos contrats. Plus on complexifie, plus on fait des markups, plus on alourdit les promesses de vente. Et aujourd'hui, lorsqu'il faut répondre à la question comment organiser la sécurité contractuelle et juridique, je ne suis pas convaincu personnellement que c'est en alourdissant les promesses qu'on va vers plus de sécurité. Alors évidemment, on alourdit parce qu'on manquait de sécurité et qu'on estime que c'est le chemin qu'il faut prendre pour nous aider dans cette sécurité. Mais en réalité, on se rend compte qu'à la relecture des promesses de vente, bien fréquemment, on aboutit à des cul-de-sac, on aboutit à des clauses trop dures, à des clauses de caducité, à des clauses qui nous empêchent justement une certaine souplesse. On oublie peut-être quand même qu'une promesse de vente sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, pour pas dire plus, comme ça peut arriver, elle a besoin de vivre. Elle a besoin de vivre. Les délais ne sont pas forcément respectés au gré des vents contraires qu'un dossier peut rencontrer. Voilà. Et elle a besoin de vivre, ça veut dire que dans la rédaction du contrat, il faut lui accorder une certaine souplesse. Chose dont on s'éloigne, à mon avis, dans un grand nombre de cas. Et si je peux me permettre de rebondir effectivement là-dessus, sur ce que vous dites, Monsieur Alekex, c'est que les mentalités, vous avez, Monsieur Dair, demandé en fait si les mentalités changent, elles commencent à changer, mais c'est compliqué. C'est un message qui est compliqué à faire passer. On est encore trop en fait dans des mouvements où on pense en fait que plus l'acte est lourd et plus on se sécurise. Or en réalité, si vous essayez de tout mettre, il y a forcément un moment où il y a un élément qui va manquer. Et je le vois encore assez souvent dans la façon qu'on a de négocier. Si on parle du term sheet qui normalement en fait est justement une feuille de pré-négociation, on va dire, qui devrait être plus léger et qui devrait simplement encadrer la relation des parties. Un term sheet, ça devrait prendre 3-4 pages. Parfois, on a des term sheets de 30-40 pages. C'est plus un term sheet, ça commence à s'approcher d'une promesse de vente. Dans ce cas-là, c'est une étape de trop. Cet excès de sécurisation, il faut qu'on essaye de trouver le bon encore une fois, le bon milieu. Mais encore une fois, représentant la personne publique, je sais combien c'est difficile, même moi, de mon côté, pour mes équipes, de convaincre des élus et des administrateurs qui ont certainement derrière eux aussi des exemples de cas où ça s'est mal passé. Moi, pour le coup, j'ai en tête des transactions pour lesquelles j'ai bien en fait des indemnités d'immobilisation qui ont été dures et qu'il faut ils ont forcément ça en tête. Mais par exemple, cette souplesse, il faut qu'on l'ait de tout côté. Moi, aujourd'hui, avec mes équipes, c'est peut-être anecdotique, mais lorsque mon notaire me dit « Ah non, mais votre directeur général ne pourra jamais signer cet acte parce qu'il n'a pas le pouvoir suffisant » et qu'on me passe en fait un projet de pouvoir de 10 pages alors qu'il y a une délibération de mon conseil d'administration qui dit que le DG a pouvoir, pourquoi est-ce qu'en plus, à chaque vente, je suis obligée de lui faire signer 10 pages ? Enfin, ça... En fait, il faut aussi qu'on change ce type de fonctionnement et ce type d'appréhension. Mais oui, effectivement, sortons de cette mentalité où on signe des promesses de vente avec 40 conditions suspensives qu'on n'arrivera de toute façon jamais à lever. Et qu'il va falloir qu'on réavenante et puis après on arrive à 14 avenants. Voilà. Alors, un petit mot, la souplesse que l'on revendique, vous avez compris tous les trois, ne veut pas dire imprécision. Je prends 2 exemples. L'exemple sur la pollution. On pourrait prendre l'exemple aussi de la clause sur les fouilles archéo. Sur la pollution, on estime souvent que finalement, passer une certaine somme établie par un prestataire de l'acheteur, du professionnel de l'immobilier, le vendeur et l'acheteur se retrouveront, clause de rendez-vous, et puis quelquefois, il n'y a pas la chute. C'est-à-dire qu'il y a de la souplesse, mais du coup, on sent qu'il va y avoir un perdant. Et je pense que, comme dans un couple, ça doit être équilibré. Décidément. Oui, mais c'est une danse à 2 et ça doit être équilibré. De la même manière, quand il y a des conditions suspensives, moi je suis à 90%, j'accompagne les opérateurs. Mais je leur dis à chaque fois, si vous voulez que ça soit crédible, et si du côté vendeur, vous avez un avocat ou un notaire qui accompagne de manière très scrupuleuse les propositions qui sont formulées par le professionnel acheteur, il va s'apercevoir de la trop lourde
présence de conditions suspensives, notamment techniques, hein, les fondations spéciales. Fondation spéciale, on ne sait pas où ça nous emmène. Hein, sous conditions suspensives, non obligation de fondation spéciale. Ah oui, non présence de pollution importante. C'est quoi importante? Je peux avoir du plomb. Le plomb, c'est important comme type de pollution, mais le plomb, c'est une pollution lourde. Elle peut être localisée, elle peut être excavée très facilement, beaucoup plus facilement qu'une pollution de la nappe phréatique, par exemple, qui y aurait sous une parcelle avec des hydrocarbures. Donc, c'est quoi important? C'est la nature de la pollution, c'est la présence sur l'ensemble du foncier concerné de la pollution. Bon. Donc, la souplesse, oui. Mais ça ne doit pas entraîner une imprécision parce qu'il doit y avoir une sortie pour les deux. C'est-à-dire que, autre pathologie aussi, c'est les prorogations de promesses. Il y a une promesse, l'opérateur avec, consciemment ou pas, j'ai un exemple à Lyon qui n'est pas très ancien, il y a 2 ans, je n'ai plus l'arrondissement en tête, pardonnez-moi, mais où effectivement le PLU a été révisé et où les opérateurs qui avaient imaginé syndiquer plusieurs parcelles de garages, d'anciens bâtiments, etc., et bien finalement ont revu leur périmètre d'opération, laissant sur le côté d'ailleurs quelques propriétaires qui n'étaient plus intéressants pour eux, parce que, et à la faveur d'une première prorogation, parce qu'ils voulaient attendre de connaître évidemment la sortie du futur PLU. Et connaître les règles pour savoir finalement quel était le cadrage de la programmation, hein, de l'opération. Bon, donc là aussi, souplesse, oui, il faut qu'il y ait un équilibre. Et d'ailleurs, même pour l'opérateur, c'est pas sain de traîner une opération et le propriétaire, vendeur ou l'indivision familiale comme ça pendant des semestres et des semestres. Je sais pas d'ailleurs en termes de comité d'engagement comment ça se négocie, mais c'est jamais très agréable. Donc voilà les pathologies hein, qu'on voit assez couramment. Je voudrais ajouter 2 petits mots sur ces solutions que nos professions de conseil doivent pouvoir proposer à un client comme vous. La première, c'est qu'on se rend compte que peut-être la plus grande source d'insécurité juridique sur les promesses de vente, c'est quand même le fait que le travail n'est pas fait en temps et en heure, et notamment en amont. Ça, c'est quand même la première source de problème. Enfin, on ne va pas parler des problèmes d'origine de propriété, mais aujourd'hui, c'est pas bien normal qu'après une promesse de 12 mois, on tombe sur un problème d'origine de propriété. Ça peut m'arriver, hein, donc je jette la pierre à tout le monde, toute la profession, mais c'est pas bien normal qu'on tombe sur un problème comme ça 3 semaines avant de signer la vente. C'est pas possible. Donc effectivement, il y a certainement un cadrage à se fixer. Ou de la purge de préemption, excusez-moi. N'en parlons pas. Alors ça, c'est le dernier... les nouveaux confrères, et puis à Lyon, c'est à la mode. On voit ça en dernière limite, et donc quelquefois on est à computer et organiser la réunion de signature, et on attend le retour de l'autorité préemptrice. C'est ça. Donc là, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut... Alors, la profession s'est modernisée, toutes les professions se modernisent, mais il est évident qu'il y a un espèce de cadrage de la chronologie des événements à mettre en œuvre lorsqu'on ne peut pas faire le travail en amont, parce que ça ne peut pas toujours être fait au moment de la promesse de vente, mais nécessairement qu'il faut que ces éléments-là déroulent assez rapidement, parce que là, pour le coup, on met vraiment l'opérateur dans une situation compliquée. Et puis le deuxième petit point que je vais évoquer, qu'on oublie finalement beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des conditions suspensives, et vous aurez compris que ce n'est pas forcément mon dada premier, mais les conditions suspensives, on leur fixe des délais. On leur fixe des délais qui parfois sont très malheureux parce que lorsqu'on ne rédige pas correctement une promesse de vente, grâce à une réforme du Code civil il y a peu de temps, on a du mal à savoir ce qui se passe si la condition n'est pas réalisée à la date fixée. Le texte du Code civil dit que si la condition est défaillible, la promesse est caduque. Tant pis, trop tard. La personne à qui ça bénéficiait ne peut plus y renoncer, donc la promesse tombe. Il y a eu une doctrine qui poussait à dire qu'au contraire, on pouvait renoncer après la fameuse date. Bon. Et puis aujourd'hui, ce qui semble être certain aujourd'hui, c'est qu'on peut conventionnellement aménager ces renonciations à conditions suspensives. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on a un refus de permis et qu'on a envie d'en redéposer un, et bien si on n'a pas rédigé correctement, la promesse, elle tombe. Donc c'est plus compliqué d'aller dire au vendeur qu'on veut re-signer une promesse. Alors que si on a rédigé correctement, on peut imaginer ce qu'on appelle les clauses de revoyure, les prorogations automatiques, on peut imaginer des choses. Mais ça, il faut y penser un peu en amont et surtout avoir rédigé convenablement.
Des cas comme ça, en fait, d'anticipation, en fait, on en a aussi. Et c'est vrai qu'en fait, lorsqu'on se fixe des conditions suspensives un peu trop dures, on pense pas forcément justement à tous ces éléments. Moi, j'ai en tête en fait un cas dans lequel je pousse un peu, mais dans lequel on s'est auto-engagé, personnes publiques et personnes privées, à faire des travaux réciproques dans un certain délai, en disant qu'effectivement, si les travaux n'ont pas été effectués dans ce délai, et bien effectivement la promesse tombe. Et hop, au moment où on a commencé les travaux, et alors là, pour le coup, je jette aussi, j'en prends aussi pour moi, mais que ce soit côté personne publique ou côté personne privée, on n'a absolument pas anticipé que pour réaliser les travaux, il faut une autorisation environnementale. Et la loi a changé, effectivement, ordonnance Macron depuis 2016. Et ben, une autorisation environnementale, c'est 14 mois aujourd'hui de procédure. Et donc, en fait, à la question, on est tous les deux d'accord pour dire qu'on a fauté tous les deux et qu'on veut continuer notre négociation ensemble, mais on est tombé sur la rédaction qu'on s'est nous-mêmes imposée. Et donc, effectivement, c'est un peu problématique. Et donc, en fait, c'est cette manque de souplesse qu'il faudrait parfois anticiper, parce qu'on se pose nous-mêmes des obstacles. Si vous voulez bien, on peut passer aux questions-réponses, s'il y en a dans la salle. Avez-vous des questions ? Non, manifestement. On va peut-être les susciter. Votre exposé était excellent. Financer, c'est logique, parce que si vous achetez auprès d'un aménageur, dans votre charge, le prix de la charge foncière, vous avez... mais normalement, vous ne les faites pas en tant que maître d'ouvrage, vous les financez et ils sont faits par l'aménageur ou ses prestataires. Oui, ou alors c'est l'extrémité du trottoir limitrophe avec votre parcelle. Oui, alors ça, c'est la jointure, comme on dit, mais voilà. Ça pourrait faire partie de la fameuse chronologie des événements, effectivement, d'un cadrage. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire quand on est dans la précipitation, voilà, évidemment. Mais ça pourrait faire partie de règles de fonctionnement, tant chez les opérateurs que chez les conseils, en se disant il ne faut pas laisser passer telle date pour avoir finalisé tel ou tel élément contractuel. Après, moi, je suis favorable aussi à ce que vous disiez, les protocoles d'accord, les lettres d'intention. Ça, les aménageurs n'aiment pas. Entre privés, oui, on peut le faire. C'est vrai. La raison pour laquelle on ne les fait pas souvent, c'est que quand on reçoit le dossier sur notre bureau, je parle en tant que notaire, souvent il faut signer sous 3 jours. Et puis en fait, le temps de négocier, 20 jours plus tard, on signe. Et on aurait eu le temps de réfléchir différemment. Mais souvent, dans la précipitation obligatoire du dossier, il est déjà plus l'heure de discuter de la nature du contrat, de ce qu'on veut mettre sur la table. Alors qu'en fait, si on anticipait un peu plus, pour reprendre l'expression de Mme Otane, je pense qu'on y arriverait. En plus. Oui, alors il y a sur l'achat de charges foncières auprès d'aménageurs, je crois que de temps en temps, les aménageurs sont censés faire adouber, valider les acheteurs de charges foncières par la commune. Donc effectivement, un protocole d'accord, c'est un peu soft, contractuellement trop soft, vous voyez, et donc ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que la collectivité va demander à son aménageur non, tu me ramènes la promesse de vente. Et on validera à ce moment-là le bénéficiaire. Voilà. Mais en privé, ça se fait plus. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est en fait un problème aussi de changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, je pense qu'on peut encore, on peut discuter, mais on a effectivement des élus, des administrateurs qui ont eu l'habitude de travailler d'une certaine manière et les convaincre, par exemple, que juridiquement, on pourrait très bien passer en conseil d'administration avec pas un projet ficelé, mais simplement les grandes intentions de la négociation, ce qui nous permettrait en fait de continuer la négo sans avoir quelque chose de ficelé juste pour passer en conseil d'administration, c'est possible. Il faut juste en fait qu'ils l'intègrent.
Ça se fait, chez nous ça commence à progresser, mais c'est vrai que toutes les administrations et toutes les personnes publiques ne sont pas au même niveau, on va dire, de progression, n'ont pas la même taille d'ailleurs, d'abord, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même habitude de négociation, mais effectivement c'est cet état d'esprit qu'il faut changer. On peut le faire, ça progresse, c'est un peu long. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème de formation ? Est-ce que vous plaidez en faveur d'une évolution des mentalités. Je crois que vous enseignez. Tout à fait, j'enseigne. J'enseigne et effectivement, l'État français m'a envoyé dans différentes communes pour, on va dire, prêcher la bonne parole et les bonnes pratiques. Je pense qu'effectivement, il y a un aspect formation. Mais souvent, la difficulté qu'on a, c'est que même lorsque ces formations, normalement, devraient viser élus et administrateurs, on a souvent les techniciens. Les techniciens, c'est bien de les former, mais parfois, ils n'ont pas l'écho auprès de leurs élus. Très rares sont les collectivités qui jouent le jeu et font former leurs élus. Vous avez des communes, vous avez des personnes publiques qui le font et qui du coup poussent en fait leurs élus à se perfectionner, à se rendre plus proches, on va dire, du privé, parce qu'aujourd'hui c'est bien la volonté de la personne publique. En fait, l'ensemble de nos codes nous pousse à nous comporter comme une personne privée pour avoir plus de souplesse et aussi parce que les deniers de l'État s'amoindrissant, il faut qu'on trouve des sous. Donc il faut qu'on ait cette souplesse, mais on ne joue pas tous le jeu. Et puis encore une fois, les personnes publiques sont de tailles très différentes et de formations très différentes. Oui, je voudrais revenir au travers de deux exemples très pratiques sur la vie de la promesse, privée d'ailleurs ou publique, un foncier public. Premier exemple, c'est, vous l'avez vu souvent certainement dans les promesses de vente, l'obligation est faite aux bénéficiaires de la promesse de déposer avant telle date sa demande de permis de construire. Ça exerce souvent une pression sur le promoteur, sur la maîtrise d'œuvre du promoteur, sur l'archi qui, quelquefois d'ailleurs, zappe du coup certaines dispositions importantes hors les règles du sous-secteur, etc. Bon, bref. Donc, quid si cette date contractuelle dans la promesse n'est pas respectée ? Le promoteur ne dépose pas à la date butoir à laquelle il devait le faire sa demande de permis. Il y a évidemment au moins deux dates dans mon exemple, la date à laquelle le dépôt du PC doit se faire, de demande de permis, et puis il y a la date globale à laquelle la promesse de vente doit être réitérée. Question, est-ce que le fait de louper la première date rend caduque, libère contractuellement les deux co-contractants de la promesse ? Réponse non. Réponse non, jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi traduction pratique, c'est que si effectivement l'opérateur qui a loupé la date est susceptible de rattraper dans le temps par une instruction un peu plus courte, je sais c'est théoriquement un peu rare, mais donc de rattraper l'instruction et de faire en sorte que l'obtention du permis de construire définitif intervienne avant la date finale, celle où toutes les conditions suspensives seraient réputées réalisées, eh bien le premier manquement de la date est sans conséquence pour l'opérateur. Deuxième exemple, très pratique aussi, il y a admettons une date pour l'obtention d'un permis définitif dans la promesse. On en parlait tout à l'heure, tous les trois. Il y a un recours gracieux. Donc, on voit que le permis n'est pas définitif. Il est attaqué au gracieux, par un recours gracieux. Mais imaginons que ce recours gracieux ne soit pas suivi par un recours contentieux. Donc, vous avez la condition suspensive qui est initialement non réalisée, qui permettrait donc à l'un et à l'autre de sortir, puisque ça protège le promoteur, mais en même temps, ça impacte évidemment ça impacte le vendeur. Mais quid si à l'intérieur de la durée globale de la promesse, le gracieux n'est pas suivi d'un contentieux et le permis redevient définitif. Et donc là, j'ai eu avec l'un des confrères de Maître Alquet dans le Val-de-Marne un débat assez vif où la différence entre un notaire qui est là pour sécuriser la transaction et un avocat qui est là pour sécuriser la position de son client, où effectivement, là, je me suis retrouvé avec un notaire qui manifestement avait envie de passer toutes les ventes d'appartements, etc., et avait envie de rattraper la chose et qui était partie prenante pour l'un des deux contractants. Mais vous voyez, donc comment je fais ? Eh bien là, comment je fais ? Très pratiquement, j'anticipe
le calendrier d'un éventuel recours gracieux qui précéderait ou non un éventuel recours contentieux. Donc tout ça est à gérer dans la rédaction et dans le délai, dans les délais et les dates à insérer dans la promesse. Donc il y a un souci rédactionnel. C'est vrai que, encore une fois, j'insiste là-dessus, souplesse ne purge pas, ne veut pas dire imprécision. Souplesse, oui. Clause de rendez-vous, mais pour réamorcer une sortie à l'issue d'une clause de rendez-vous sur telle ou telle problématique qui serait décelée dans le cadre de la promesse, pour qu'effectivement l'un et l'autre, le vendeur et l'acheteur, promettant bénéficiaire, sachent bien dans quelle situation ils se trouvent à tout moment face aux situations les plus habituelles que l'on rencontre dans le cadre d'une acquisition foncière. Parfait. Il nous reste 2 minutes. Adrien, je vous laisse le mot de la fin. Alors, j'ai essayé de retenir un peu les mots qui sont revenus à plusieurs reprises dans nos propos. Moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que avant de signer une promesse de vente, ça nécessite une vraie forme d'anticipation. Ce mot, il est revenu à plusieurs reprises lorsqu'on a échangé tous les trois. Avec cette anticipation, il y a nécessairement de l'imagination, parce que quand on se laisse le temps de réfléchir, on aboutit à des idées. Ça doit nous permettre de rédiger des promesses qui font preuve d'une forme d'agilité. La promesse, elle doit ensuite vivre sa vie, donc il faut qu'elle soit agile. Ça se traduit par une rédaction avec de la souplesse, mais on retiendra que la souplesse n'interdit pas la rigueur, voire même l'imposera, justement, pour qu'il y ait un vrai mariage entre ces deux caractéristiques. Moi, de mon expérience personnelle, ce que je retiens, c'est que les meilleures promesses, ce ne sont pas forcément celles qui font 100 pages. Il y a des très très bonnes promesses qui font 30 pages, dès lors qu'elles sont réfléchies et qu'elles font preuve de cette agilité qui va permettre d'évoluer avec le temps. Ça peut largement suffire à sécuriser les opérations foncières. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Je crois que l'objectif est atteint. Nous avons bien répondu à les problématiques. Comment organise-t-on la sécurité contractuelle et juridique en termes de projets fonciers? Et je tenais à vous remercier tout particulièrement. Merci. Merci.